Bon, coucou Kathleen, Salut Kelly, tu vas bien? ça va et toi? Oui, oui. Du coup, c'est notre premier podcast. Oui. Et quel invité? Non, je C'est rigole. normal, c'est la classe. Et de quoi t'aimerais parler aujourd'hui? Eh ben, je pensais parler de santé mentale. Ça touche plein de gens. Mhm. Parce que toi, tu fais quoi déjà comme travail? Le travail pour lequel je suis payée. Oui, voilà. Donc, je suis assistante sociale. Ouais, Et justement, là, je travaille du coup dans le domaine du handicap, mais c'est toute variété de handicap. ouais, Du coup, il peut avoir du handicap psychique, il peut avoir du handicap mental, physique. ouais. Donc, même en fait, dans le cadre du travail, c'est quand même quelque chose auquel je suis assez souvent confrontée. Et aussi, du coup, dans le domaine privé. Dans le domaine privé, Mhm. c'est-à-dire? Là, c'est-à-dire que du coup, ces 12 dernières années, j'ai quand même eu pas mal de petits soucis, on va dire. Pas des petits, mais pas que des petits. Mais Des grands. voilà. Justement, avec ma propre santé mentale. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui, au final, fait partie quand même un peu de la vie de tout le monde. Mhm, Même si parfois, on a tendance un peu à mettre de côté. mhm. Et du coup, quand tu dis santé mentale, pour toi, ça englobe quoi? De quoi on pourrait parler, par exemple? Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'avais l'impression que justement, sortir de l'adolescence, tout allait bien, je vivais ma vie sans trop me poser de questions. Mhm. Et puis, c'est comme si, en fait, un jour à l'autre, d'une nuit à l'autre, on va Ouais, dire, où là, carrément, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. ouais, Et du coup, pendant presque 6 mois, là, au début, c'était des pensées qui tournent tout le temps dans la tête, des trucs un peu dark. ouais. Donc, où là, studieux, c'est un peu bizarre quand même quand t'as jamais été confronté à ça. Du jour au lendemain. Ouais. Enfin, alors, je pense qu'il y avait Ouais, des choses qui étaient déjà ancrées depuis plus longtemps, mais ouais. du coup, qui sont ressorties à ce moment-là. Et puis, t'as été voir une psy ou quelqu'un? Alors, à ce moment-là, du coup, j'avais été voir quelqu'un qui faisait de la sophrologie. Ouais. Parce que c'est vrai que dans mon parcours, dans ma longue vie, jusqu'à maintenant, 30 ans, L'ancêtre que tu es. voilà, j'ai quand même du coup eu un parcours où je crois que j'ai commencé à aller voir des psys à l'âge de 7 ans, quand mes parents Ouais, ils ont divorcé. ouais. J'étais un peu rebelle, je crois, à cette époque-là. Ah ouais. Enfin, c'est ce que ma maman me disait en tout cas. Donc, mais en même temps, alors ils étaient gentils, mais pas, j'avais pas l'impression que je parlais vraiment profond. Gentil mais pas efficace ou bien? Ouais, j'ai pas envie d'être méchante, mais du coup, en tout cas, j'ai pas l'impression que les presque 15 ans de thérapie, entre guillemets, que j'ai fait avant, ça m'a vraiment servi pour ce qui s'est passé il y a une douzaine d'années. Ouais. Parce que du coup, ça se passait comment une séance? Là, justement, on parlait, puis souvent, on faisait après des visualisations. Ah ouais. Et Ouais. du coup, ça donnait un petit peu, justement, des points à travailler. Mhm. Après, des fois, quand tu essayes d'enfouir des choses, Oui. en général, quand tu fais des visualisations, même ton inconscient te parle. Mhm. Et puis, là, du coup, Ça ressort. ouais, tu découvres un peu des messages cachés. Et d'ailleurs, moi, je me demandais un truc par rapport à ça. Tu sais, quand on parle avec nos parents, par exemple, moi, je vois mon père, il me dit ah, mais qu'est-ce que tu vas te faire caquer à aller chercher, fouiller je sais pas, tes traumas, tes trucs comme ça. Alors, déjà, pour nos parents, on n'a pas de trauma, hein, je sais Ouais. pas si t'as remarqué. Et en fait, pour eux, c'est une prise de tête. Pourquoi tu vas te prendre la tête à aller parler à un psy? Pourquoi tu vas chercher des problèmes alors que tu as juste à vivre ta vie? Ouais, Et mais je pense qu'eux aussi, ils font partie d'une génération où c'était c'est ça. c'était un peu plus tabou, ou même pas peut-être tabou, mais que, en fait, On en parlait moins. voilà. Et puis que c'était pas considéré comme quelque chose d'important, alors que Hein. Ouais, je pense que vraiment là, on devrait voir la santé mentale comme tout autant importante que la santé physique. clairement, ouais. Parce que souvent, ça c'est aussi ce que j'ai appris par la suite, tu as quand même des fois des signes physiques que ça va pas, Ouais. mais après, on continue. Tu veux les voir ou tu veux pas les voir? C'est ça.
Et puis bon, après, moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Alors, si tu me demandes qu'est-ce que j'ai eu comme signe physique, je ne saurais pas te dire. Avant que ça m'arrive un peu le fait que le sol se dérobait sous mes pieds, je me rappelle pas en fait d'avoir eu un peu des signaux comme ça. Mais là, j'ai presque envie de penser que c'est parce que j'ai pas fait attention à ça que finalement, d'un coup, mon cerveau il a dit non, bah là, stop, on n'arrive plus, tu nous écoutes pas, donc on va te montrer que du coup, il y a quand même quelque chose à travailler. Et puis le truc trop beau, c'est que ma psy elle m'a dit dernièrement que ça te remonte au moment où ton esprit ou je ne sais quoi voit que c'est bon, t'es prête à ce que ça remonte. Que c'est bon, là, t'es prête pour voir ça. Pour affronter. Donc, voilà, et donc ça va sortir, ou pour travailler ça, et du coup, ça va remonter de ton inconscient. Enfin, ça va venir conscient, finalement. Ouais. Ok, et du coup, t'avais fait aussi un burn-out. Alors, c'était pas vraiment un burn-out, c'était plus du coup... dernièrement, c'était il y a presque 2 ans, mais c'était plus de nouveau un peu en lien avec la santé, pas forcément avec le travail, mais où là, j'ai quand même dû avoir un arrêt de presque 2 mois, parce qu'en fait, j'arrivais plus à gérer cet état un petit peu de mal-être. En fait, tout ce que tu fais, t'es dans le mal. Du coup, ça te demande un effort surhumain. Ouais, c'est ça. Et puis là, surtout, ce qui m'avait fait un peu souci, c'était que... Alors moi, je suis quelqu'un qui adore manger, qui adore dormir. Et là, c'était... Les bases de la vie. Voilà, c'était 2 choses qui, du coup, étaient très compliquées pour moi à ce moment-là. Presque, du coup, quand tu fermes les yeux et en fait, t'as presque des angoisses qui sont là et que tu voudrais dormir et que t'arrives juste pas. Alors du coup, là, je me suis dit, c'est pas très bon signe. Donc insomnie. Ouais, après, pas forcément envie de manger. Alors des fois, je mange même quand j'ai pas faim. Donc, pour te dire que là... donc là, ça s'est inversé un peu. Ouais, là, c'était un peu les signaux que je dirais que j'ai vus où là, je me suis dit, c'est quand même quelque chose qu'il faut traiter. Ouais. Et enfin là, avant d'être en arrêt, il y avait déjà eu un peu un épisode 6 mois avant où là, je me suis dit non, mais finalement, ça va. Enfin, il y avait quand même un petit peu des insomnies. Moins, du coup, le problème avec la nourriture. Mais là où je m'étais dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Parce que j'avais jamais été voir de psychiatre avant. T'avais vu des psychologues, mais pas des psychiatres. Ouais, ou alors, du coup, je continue avec la sophrologie. Tu peux juste nous rappeler la différence entre les deux? Entre psychiatre et psychologue? Ouais. Le psychiatre, il va pouvoir te prescrire des médicaments. Ouais. Du coup, après, dans les psychologues, tu as aussi différentes manières de travailler, on peut dire. Mais c'est vrai que, en tout cas, le psychiatre chez qui je vais, c'est pas juste je vais une fois par mois puis il me fait mon ordonnance. Là, c'est quand même, du coup, on discute, on a identifié un petit peu des points. Peut-être qu'il pourrait expliquer une fragilité que j'ai depuis plus jeune. Et en fait, on continue à travailler là-dessus, quoi. Et là, avec le psychiatre, en fait, du coup, j'aurais 2 questions. Est-ce que tu as eu des diagnostics de quelque chose, trouble anxieux ou dépression ou je ne sais quoi? Pas vraiment. Ouais. Justement, j'ai un peu l'impression que c'est un peu flou. Ouais. Mais en même temps, là, du coup, j'ai quand même un traitement antidépresseur. Du coup, ça fait depuis 2023. Au début, alors, c'est ce que j'ai aimé avec ce psychiatre-là, c'est qu'il m'a proposé quand même, parce que quand j'ai été le voir, j'étais dans un épisode quand même assez dans le down, on va dire. Et du coup, j'avais besoin, en fait, de trouver une solution, parce que là, quand tout est normal, enfin, tu vis ta vie jour après jour, tout est beau, tout est rose, entre guillemets. Mais quand t'es dans le mal, presque chaque jour, ça devient un supplice, quoi. Ouais, pire en pire. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, c'était compliqué. Et je m'étais dit, il faut quand même que peut-être je prenne un traitement, un antidépresseur. Alors ça, c'est un truc que du coup, je me pose la question. Tu sais, pour moi ou les gens en général, les gens qui nous écoutent, j'ai envie de demander à partir de
quel moment tu te dis, tu vois, maintenant ils donnent plus trop de diagnostics, j'ai l'impression. Moi, j'avais aussi posé des questions à ma psy et tout, en me disant avec ce que j'ai vécu, enfin, les trucs que j'ai vécu, est-ce que du coup je serais ci, je serais ça. Tu sais, je me suis toujours sentie un peu extraterrestre dans ce monde. Puis je voulais comprendre de pourquoi je me sentais comme ça. Ben, on m'a jamais donné de diagnostic, mais c'est volontaire, parce que pourquoi toujours mettre les gens dans des cases. Mais du coup, moi, j'en arrive à me poser la question, du coup, à quel moment, à partir de quand, tu te dis, ok, là, on va plutôt prendre des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques ou autres, ou est-ce que non, mais là, je suis pas assez là-dedans, les psys disent rien, donc bon, bah, je continue. Et ça, c'est un truc que je me demande depuis méga longtemps. Moi, j'ai plein de comment on appelle ça, des moments où je suis anxieuse, où je commence à avoir des grandes respirations parce que je stresse. Mais du coup, c'est à partir de quand que... Je dirais déjà, quand j'ai commencé à chercher un psychiatre, je me demandais pas forcément, j'avais pas l'impression qu'il allait... Enfin, c'est pas que j'avais pas l'impression, c'est plutôt que je savais pas s'il allait me donner des médicaments ou pas. Ouais. Mais c'est plus... Je sais qu'en tout cas, moi, quand je suis dans ces moments où je suis pas bien, j'ai l'impression que je bascule dans la folie. Ouais. Tout vraiment est vu dans... souvent, je lui dis, c'est comme si j'avais des lunettes teintées, et puis que du coup, au lieu de voir la vie avec les couleurs et tout, là, je vois presque tout en gris. Mais donc, pas folie dans le mode un peu paranoïa de, en fait, les gens m'aiment pas, ou non. Plutôt... Ouais, dans le sens du coup, déprime. Ouais, et puis dans le sens que du coup, tu perds un peu aussi le contrôle. Tu peux pas contrôler le fait d'aller bien ou pas bien, en fait. Ouais. C'est ça que j'ai cette impression-là. En tout cas, moi, je voulais me dire, voilà, j'ai envie d'aller bien, mais en fait, non. Ouais. Oui, parce que tu as de nouveau certaines personnes qui te disent, mais t'as juste à penser que tout va bien. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu te sens mal, vous les jeunes? Enfin, vous avez un boulot, vous avez tout ce qu'il faut. Comment osez-vous déprimer alors que voilà. Mais souvent, ça t'arrive comme ça, puis tu peux pas. Tu choisis pas. Voilà. Tu peux pas faire autrement. En fait, ça te tombe dessus, puis tu subis. Ouais, c'est ça. Et c'est de nouveau, on retourne sur ce que je disais avant. En fait, c'est pas un choix. C'est que là, vraiment, t'as pas écouté les signaux avant, puis là, maintenant, on te laisse pas le choix. Tu dois passer par là et tu dois vivre ce que t'as essayé de repousser jusqu'à avant. C'est ça. Mais pour revenir à ta question d'avant... non, pas tout. C'est moi qui suis partie un peu dans des grandes théories. Mais là, je dirais, c'est justement quand j'ai essayé de mettre un peu ce que j'avais appris avec la sophrologie, à faire des respirations, essayer un peu de me détendre, et que je voyais que c'était plus suffisant, en fait. Parce que pour info, tu as fait une formation de sophrologue. Voilà. De me dire, ça m'a aidé. C'est vrai que du coup, ces dernières années, j'ai un peu l'impression que ma santé mentale était fluctuante, avec des grandes périodes où ça allait bien, de plusieurs années. Puis après, de nouveau, où tu comprends pas trop pourquoi, où ça retombe. Puis de nouveau, de se dire, quand ça allait bien, je me disais, je m'en suis sortie, et puis je vais jamais me laisser retomber là-dedans. Et puis finalement, quand ça re-arrive, tu dis, voilà, on est de nouveau dans la même chose. C'est presque démotivant, en fait, finalement. Puis ces changements que tu avais, ça pouvait être... c'était quoi? Ça pouvait être dans la même journée où tout d'un coup, tu étais bien. Après, finalement, tu sais pas pourquoi tu étais en bas. Puis après... Ou bien c'était plutôt, là, pendant quelques jours, ça va bien. Puis après, là, vraiment, pendant quelques jours, tu étais vraiment bien bas. C'était comment? Là, j'ai l'impression que c'était un peu de nouveau ou du jour au lendemain. Mais je pense que si on regarderait vraiment plus en détail, ça serait qu'il y a aussi des signes, puis que finalement, on n'y prête pas attention. Mais où là, non, j'avais l'impression d'aller bien. Peut-être pas au top du top, mais que ça allait en tout cas, et puis que après, finalement, quand ça arrive et que tu te sens pas bien, ça reste quand même sur plusieurs jours, voire des semaines. Ouais, ça te lâche pas, hein. Non. Ouais. Puis là, il n'y a pas un moment où tu te dis, aujourd'hui ça va. Enfin, c'est vraiment
c'est comme si tu sombres dans un truc. Souvent, moi, quand je vais chez le psychiatre, j'aime bien parler en images. Du coup, je lui disais, il y avait déjà cette histoire de lunettes avec un peu un filtre gris, mais là, je me disais aussi, des fois, c'est comme si t'es à la surface de l'eau, où t'as des petites vagues, et puis du coup, quand ça va bien, t'es au-dessus de l'eau, t'as la tête en dehors de l'eau, puis après, quand du coup ça va pas, c'est en fait que t'es vraiment en dessous, quoi. Ouais, et bien bas. Du coup, des fois ça dépend, tu peux aller vraiment dans les profondeurs, et puis des fois tu peux être juste à la surface, où tu sens que ça peut remonter assez facilement, tu sens que tu vas t'en sortir, puis après de nouveau, des fois ça repart vers le bas, en fait. Ouais. Moi, il y avait un truc que je disais dernièrement à ma psy, parce que tu sais très bien un peu l'éducation que j'ai eue, et puis c'est vrai que dans notre famille, c'est vraiment on lâche pas, on est des battants, on est malade, on va bosser, enfin vraiment on tient, et puis on pensera plus tard aux émotions, tout ça. Bref, tu sais à quel point je suis une fille sensible et que c'est pas toujours simple de faire ça. Puis forcément, mon corps, il a aussi pété au bout d'un moment. Et du coup, en fait, je disais à ma psy, mais en fait, j'ai l'impression que si je lâche un peu les armées, que je lâche un peu dans le sens où je lâche prise et que je me laisse un peu aller, que je me laisse déprimer, puis que je me dis, j'ai le droit de vivre mes émotions, je suis triste. Je disais à la psy, en fait, j'ai peur de justement chuter tellement bas que personne puisse me relever, en fait. Et que j'ai l'impression que soit je dois tenir pour tenir, et que le moment où je me permets de lâcher même 5%, là, c'est fini, je tombe en méga dépression, et qu'on me relève plus. Et puis, elle m'avait expliqué que justement, en fait, le corps, de toute façon, il va pas passer d'un état à un autre. En gros, elle me disait, tu vas pas lâcher prise tout d'un coup. Parce que ton corps, il a ses armures, il a ses protections. Et puis, les protections que tu as, si tu les as, c'est que d'une certaine manière, elles te protègent et qu'elles fonctionnent pour toi en ce moment. Donc, de tout enlever, tu vas faire une syncope, laisse tomber. Mais c'est un travail qui se fait petit à petit. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de notre éducation, comment on a été élevé, les croyances de nos parents, de notre famille et tout ça. Et que du coup, on prend un peu tout ça. Oui. Après, il y a aussi le truc on peut blâmer ses parents pendant une certaine période, mais il ne faut pas... je veux dire, au bout d'un moment, c'est toi qui deviens ton propre parent, et c'est toi qui prend soin de toi finalement, puis qui prend ce rôle et qui te responsabilise à te dire maintenant c'est moi qui m'occupe de moi, et je suis ma propre maman, mon propre papa, et je m'occupe de ça. Et du coup c'est pour dire que c'est un truc je lui demandais souvent justement à la psy cette histoire-là, mais t'es gentil de me dire de lâcher avec ça, mais moi si je lâche, il y a tout qui pète, quoi. Mais je trouve ça super intéressant, et ça me rappelle un petit peu la première fois où justement j'étais un peu dans cet état-là, où je me disais non mais si du coup j'embrasse un petit peu ce mal-être. Si tu acceptes de ressentir ça. C'est ça. C'est qu'en fait c'est comme si de nouveau je parlais en image, mais dans le sens c'est comme si je tenais la main à ce mal-être, ce bonhomme un petit peu tout noir de mal-être. Et puis que j'avais l'impression qu'en lui tendant la main, en fait, il allait me tirer en bas. J'ai un peu l'impression que c'est ce que tu disais. C'est exactement ça. Et finalement, c'est presque... en tout cas, de mon expérience, ce que j'en ai tiré, c'est que c'est ça le contraire, en fait, de ce que je devais faire. Dans le sens où c'est au moment où, du coup, je me suis dit, OK, là, je suis pas bien et il faut que j'accepte de pas être bien. Que du coup, ça a commencé à changer et que j'ai commencé à ressentir que je montais la pente. Mais c'est vrai que plus, en fait, c'est comme si tu es dans une lutte interne. Parce que tu dis, mais il faudrait que je me bouge. De nouveau, un peu avec ce qu'on a entendu avec mes parents. Reste pas toute seule. Oui, mais tu as une belle vie si tu regardes. Mais en fait, quand c'est plus culpabilisant qu'autre chose. C'est ça aide pas. Et tu sais à quoi ça me fait trop penser, ton histoire d'accepter. Alors, j'ai pas été diagnostiquée via l'IRM parce qu'on n'a pas vu de lésion profonde, mais cliniquement, vu les symptômes, j'ai de l'endométriose. Mais j'ai pas
forcément envie qu'on aille charcuter dedans, donc je peux pas dire à 100% que c'est ça. Mais à chaque fois que j'ai mes règles, je vomis, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes et ma douleur, elle est à 9,5 sur 10 et tu me demandes si ça va, je peux pas te répondre, je peux pas marcher, je peux rien faire. Bref. Et ma dernière crise de douleur, j'étais dans le bain. Et en fait, je luttais genre, non, c'est bon, j'ai pas mal, c'est bon, j'ai pas mal. Tu sais, en mode un peu placebo, je vais faire croire à mon cerveau que j'ai pas mal et tout. Et tu sais, moi, je suis un peu dans le style les anges, l'univers et tout ça. Enfin, j'adore ça, et voilà. Et j'étais là, franchement, mes anges, dites-moi ce que je dois faire parce que là, ça va pas le faire en fait. Et là, ça m'a dit, accepte. Et je suis là, quoi, accepte? Non, j'accepte pas. Là, si j'accepte, je tombe dans des pommes. Je vais pas accepter ça. Et en fait, j'étais là, bon, ok, Kelly, lâche, accepte, laisse en fait le truc te traverser. Et j'ai méga morflé. Mais au lieu que ma crise, elle dure 2-3 heures, elle a duré 1 heure. Et c'était pas agréable. Mais en fait, j'ai l'impression que de moins me crisper puis de me laisser traverser par ça, en fait, ça avait la place pour traverser puis s'en aller. En fait. Et en fait, on a dans l'idée que non, faut lutter, faut résister, tu sais, pour la santé mentale ou pour plein de choses, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut pas lâcher, faut être débattant et ci et ça. Et en fait, j'ai l'impression que, comme mon père il disait, 20 ans d'éducation et toute une vie pour s'en défaire. On est là à apprendre qu'il faut être débattant, faut être ci, faut être numéro 1 et tout. Mais au final, non, en fait, il n'y a pas de juste ou faux déjà. C'est ce qui te convient. Et puis, laisser venir ce qui vient. Et puis accepter. Puis plus tu es OK de vivre ce que tu vis, plus tu acceptes, plus vite ça va partir. Enfin, de ce que j'ai vécu. Voilà. On parle toujours avec nos propres expériences. Oui, parce qu'on peut pas savoir pour les gens. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve que plus tu luttes, en fait, tu t'épuises aussi. C'est parce que tu es déjà, en tout cas, moi, je me sentais déjà hyper fatiguée de par mon état mental. Et du coup, si tu es toujours un peu en lutte constante avec toi-même, ça s'arrête jamais. T'as l'impression que t'as 2 petits bonhommes qui se battent dans ta tête. Et du coup, là, c'est... ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui vraiment n'arrivent pas à sortir mais c'est clair. de chez eux ou même pas à se laver ou à prendre soin de leur appartement parce que c'est quand même une lutte quotidienne. C'est ça. Juste pour rester en vie. Au final. Vraiment. Survivre. C'est ça. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. On parle trop, c'est pour ça. Voilà. Non, mais non, franchement, c'est... J'avais entendu une histoire de la petite cuillère. Je sais pas si t'avais entendu ça. Non, pour ça me parle pas. l'énergie, que en gros... Mais, ah oui, je crois que oui. T'arrives à expliquer ce que c'est? Alors... Mais je suis plus sûre du tout. Tu me poses une colle. J'avais entendu, mais alors peut-être que je dis des conneries, hein, mais que en gros, dans ta journée, t'as plusieurs petites cuillères. Et en fait, chaque petite cuillère, c'est de l'énergie que t'as pour faire quelque chose. Et que, je sais pas, par jour, t'as peut-être 10 petites cuillères. Et puis que, pour des personnes qui se sentent pas bien, déjà de juste prendre une douche, c'est déjà une cuillère entière, en fait. Et que du coup, ils doivent un peu réfléchir à comment ils vont utiliser cette énergie. Et puis, je me rappelle de ce que je voulais dire. Avant, tu parlais de culpabilité. Et autant, il y a des gens qui, sans vouloir mal faire, hein, qui essayent de te rassurer, mais des fois, c'est un peu maladroit, ils veulent te consoler, des fois, voilà. Mais que du coup, c'est plus culpabilisant qu'autre chose. Et j'ai l'impression que quand on est dans cet état, on est déjà les champions à se culpabiliser soi-même. On a peur d'être pas bien, puis de faire chier le monde, en fait. Et puis de saouler les gens. Lui ou elle est toujours pas bien. Moi, je sais plus quoi faire. Puis en fait, comme si on était un peu un poids pour ces gens. Totalement. Et en fait, là, je trouve que ce qui est important, si je prends par exemple l'exemple du couple, c'est de bien communiquer et puis de partager tout ça, en fait. Et puis que l'autre puisse aussi dire ce qu'il ressent. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir cet équilibre pour que toi, tu te sentes pas jugé, que tu te sentes pas blessé, mais que lui, il puisse quand même s'exprimer puis dire que ça le blesse ou que peut-être c'est lourd ou je ne sais pas. Et puis, mais je trouve que c'est important, cette communication, quoi.
Bah justement, je trouve ça super intéressant que tu parles du couple, parce que c'est vrai que quand il y a eu, c'était il y a 3 ans en arrière où j'ai de nouveau eu l'impression de rechuter, j'ai recommencé une nouvelle relation. Et c'est vrai que c'est un peu gênant au début quand tu dois dire, ouais, ben finalement, en fait, je me sens pas bien moralement. Ouais. Je me rappelle que des fois, on dormait, lui dormait, moi, justement, je dormais pas. Et la nuit me paraissait interminable. Ouais. Et ça a même été jusqu'à un jour, je lui ai dit, écoute, là, j'en peux plus, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais malheureusement aussi, le système de santé fait qu'il manque des psychiatres, des psychologues. Oui. En tout cas, quand moi j'ai cherché pour un psychiatre, quand j'avais appelé donc sur le Valais, on avait presque 3 mois d'attente. Ouais. Et quand tu vas pas bien, 3 mois, tu sais même pas si tu seras là en fait C'est demain. ça. Donc Ouais. c'est vrai que ça devient compliqué. Mais là, il y a un jour où quand même, je crois que c'était un dimanche, et je lui ai dit, mais en fait, moi, j'en ai marre de faire ces hauts et ces bas. Ouais. Et je lui ai demandé de m'accompagner en fait à l'hôpital pour aller aux urgences psychiatriques. Et c'est là où je me suis dit, j'ai l'impression que j'avais jamais été autant bas, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et c'est vrai que ça te fait quand même bizarre, parce que du coup, tu te retrouves de nouveau dans les mêmes urgences que les personnes qui ont des problèmes, entre guillemets, physiques. Ouais. Mais là, du coup, toi, t'es là pour ton état psychique. Et ça se voit pas. Et voilà, voilà. c'est ça. On se demande ce qu'on fait là. Alors, c'est Ça, vrai c'était où? que, du Excuse-moi, coup, c'était où, ça, c'était à Sion, aux urgences. Ouais. Donc là, j'ai parlé avec une infirmière, finalement, après, je crois, 3 heures d'attente, Ouais. où, du coup, mon copain m'a attendu avec moi. Ouais. D'ailleurs, je le remercie. Si tu nous entends. Il sera content d'entendre ça, parce que souvent, il me redit que, du coup, il a dû attendre plusieurs heures. Puis c'est vrai que c'est pas évident, parce que toi, tu te sens déjà pas bien. T'essayes d'attendre, tu te dis que justement, tu vas avoir une réponse peut-être, ou quelque chose qu'on va t'aider à ce moment-là, mais c'est vrai que pour la personne qui est à côté, qui, elle, entre guillemets, se sent bien, c'est vrai que c'est long. Ouais. Et du coup, c'est pas évident non plus, parce que elle t'aime pour ce que tu es, mais souvent, quand on est avec quelqu'un, c'est aussi pour les bons moments. Et du coup, c'est pas évident quand tu es que dans des mauvais moments, en fait, pas forcément entre la personne, entre le couple, mais que tu vois la personne que tu aimes qui sombre. Qui souffre, en fait, et que tu peux rien faire, et t'es impuissant. Et ça, c'est horrible pour eux, quoi. Je pense, en fait, le plus important, moi, ce que je voyais, des fois, ils me disaient, mais je sais plus trop quoi faire pour aider, c'est juste d'être là. Ouais, c'est ça. Au final, de pas juger, comme tu disais avant. Ouais, rester bienveillant. Ouais. Et puis maintenant, là, justement, on en parle, vu que ça fait quand même bien 1 an et demi que ça va bien. Là, j'ai toujours mon traitement antidépresseur, mais qu'on a quand même baissé. Et là, on parlait encore il y a pas longtemps, où il me disait que j'étais un peu à mon prime au niveau de ma santé mentale. Parce que j'ai vraiment l'impression aussi de me dire, comme si j'avais, je sais pas si c'est aussi le cap des 30 ans peut-être, mais qui a fait que j'ai l'impression que ma vision un peu sur la vie, ça a changé. Ouais. Et là, on peut en reparler maintenant un petit peu. Moi, j'ai toujours tendance à me dire, même ce que tu passes, ce que tu vis, qui est pas malheureux, mais que t'as pas trop envie de vivre, parce que c'est pas du top. Au final, une fois que tu l'as passé, même si ça a été difficile, ça devient une expérience. Et tu peux toujours te référer à ça à toi-même, parce que c'est toi qui l'as vécu. Et tu peux dire, finalement, voilà, c'était horrible, j'en ai chié, mais j'ai quand même réussi. Si j'ai réussi ça, vas-y, je peux tout y arriver. Voilà, c'est ça, ça te donne en fait je peux arriver à de la tout. confiance, pour traverser tout ce que tu vas traverser dans ta vie, en fait. Ouais. Mais de nouveau, c'est toujours hyper important d'avoir un entourage bienveillant. Après, quand on parle d'entourage, là, on parlait du couple, mais que ça peut être aussi peut-être des amis, ou justement des parents, ou d'autres personnes. La famille, tout ça, ouais. Ou alors un professionnel, si ma foi, on peut pas non plus avoir forcément des gens bienveillants, ou qui peuvent nous écouter, ou qui peuvent accueillir, parce que ça, c'est aussi une autre chose. C'est que des fois, on peut être là pour la personne, mais c'est aussi dur, quand on connaît pas ce que la personne ressent, c'est ça. D'accueillir. Et une phrase, tu vois, c'est marrant, parce que quand j'étais éducatrice de l'enfance, mon ancienne directrice, que j'adorais, elle nous a dit un truc. Elle a dit,
plutôt que d'essayer de deviner les besoins des gens, tout con. Tu demandes, est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Est-ce que, juste de quoi tu as besoin? Une phrase, et ça laisse la porte ouverte à la personne en face qui est pas bien. Et là, la personne, elle peut dire, bah, là, je suis trop épuisée pour parler, trop épuisée pour ci, pour ça. Bah, je reste juste à côté de moi, pas besoin de parler, mais juste une présence. Oui. Ou alors, oui, bah, j'aimerais bien parler. Et en fait, juste de quoi tu as besoin. Oui. Et je trouve cette phrase, elle est magique. Et puis, mais pas que pour la santé mentale, pour tout. Là, quand j'ai fait ma crise de douleur, bon, je pouvais pas répondre, j'avais trop mal, mais j'ai pu en parler après en disant, bah voilà, tu sais que quand moi, il m'arrive ça, bah, de toute façon, tu peux rien faire. Reste à l'ordi tranquille, tu veux faire quoi de plus? Ouais. Mais après, même de trouver, bon là, c'était dans ce moment-là, mais un signe où si t'arrives pas à parler ou juste dire, bah, si je fais ce signe-là ou j'en sais rien quoi, ça veut dire que là, vraiment, ça va pas. Et là, il faut que je sais pas, vous vous mettez d'accord pour quelque chose. Mais je trouve que d'utiliser les moments où on est un peu plus en haut, qu'on n'a pas de douleur ou qu'on est mieux émotionnellement, mentalement, ces moments-là, ils sont précieux pour justement parler et dire quels sont tes besoins pour les moments où ça va pas. Bah, ça me fait penser, alors c'est mon côté assistante sociale qui ressort, mais justement, on a aussi, vu que là où je travaille, c'est quand même en partie aussi lié du coup, à l'accompagnement des personnes avec des troubles psychiques. Il y a un document qui s'appelle un plan de crise conjoint, où là, c'est aussi le but de travailler là-dessus avec la personne qui a par exemple une maladie psychique, et aussi qu'elle puisse dire, elle, quels sont les signes qui montrent que je suis pas bien, et puis un petit peu de pouvoir construire ça avec elle, puisque on est toujours un peu notre propre expert, et de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien ou pas, et là de pouvoir aussi le faire quand on va bien, pour les moments du coup où on ira moins bien. C'est de ça. Préparer un petit peu, j'ai presque envie de dire un petit peu de se préparer comme un espace cocooning. Voilà, de se dire, on sent que peut-être on va aller moins bien, on peut rien faire contre, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu être plus confortable avec ça? Quelles sont mes ressources? Et puis, comment on va traverser un petit peu cette période difficile, mais en mettant des choses qui sont quand même agréables autour. Oui, et puis que l'autre, il sache quoi faire, en fait. Oui. Voilà, hyper important aussi de pouvoir trouver sa place en tant que proche aidant. Exactement. Et toi, t'avais pas fait un dossier là pour... T'as pas fait le CAS ou un truc comme ça? Alors, je suis en train de finir. T'as fait un truc dans ce thème-là, non? Je suis en train de le faire. Parce que justement, du coup, dans mon entreprise, la fondation où je travaille, ils cherchent aussi du coup des professionnels pour suivre des étudiants du coup de la HES qui font la formation d'assistante sociale. Et c'est vrai qu'on doit faire un travail de certification d'une 20aine de pages. Et j'ai choisi justement de travailler sur cette thématique-là aussi. Donc, je vais profiter la semaine prochaine d'être en vacances pour pouvoir l'avancer. Mais où je me dis aussi que c'est peut-être à nous, les professionnels d'aujourd'hui, de pouvoir prendre ça aussi en compte des étudiants qu'on va suivre, qui sont des futurs professionnels, surtout dans les métiers un petit peu santé, sociale, où on est toujours un peu, j'ai envie de dire, notre propre outil. Et du coup, c'est tellement important parce que on en revient toujours un peu à comme on a été élevé, un peu tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est petit, où il faut travailler, c'est important. Oui, mais en fait, la santé, c'est aussi important. Et puis, je pense que c'est important quand même de dire dans ce petit podcast aussi que là, on n'est pas contre justement ces personnes qui ont vécu avec une autre éducation, un peu plus à la dure, un peu plus où il faut être fort, il faut être ci, il faut être ça. Je pense que oui, ils avaient aussi, nos parents, les autres générations, ils avaient d'autres choses où c'était plus compliqué. Et ça, j'entends bien. Puis je pense que c'est important de le dire. On n'est pas là pour critiquer, juger. Enfin, chaque génération a ses galères. Même nos jeunes de maintenant, ils ont aussi leur challenge, leurs galères. Et tout ça pour dire qu'en fait, on est...
C'est juste pour en fait exprimer un peu les faits de nos vécus à nous. Voilà, Ce c'est qui ne ça. veulent pas dire que tout le monde est comme ça, mais que je pense que c'est important d'expliquer ça, quoi. Oui, tout Ouais. à fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire, toi? Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Après, je crois que c'est un domaine tellement vaste que C'est ça, il y aurait un milliard de trucs à voilà. dire. Hein. Je pense qu'on pourrait faire presque un livre audio qui dure peut-être 50 heures. voilà. Ouais. Mais on va peut-être épargner ça aux personnes qui vont nous écouter. Ouais. Mais Mais c'est vrai que moi, là, je me rends compte. Là, moi, j'avais fait un épuisement professionnel il y a 2 ans aussi. oui, Et t'es toujours mal à l'aise, tu sais, quand t'es au travail, puis que... Parce que moi, j'étais encore éducatrice de l'enfance avant. Et j'avais dit, en tout cas, à un collègue avec qui je me sentais un peu plus proche que là, ça allait pas. La nuit, je faisais que des cauchemars. Puis que vraiment, Puis franchement, je sais pas si tu te rappelles le visage que j'avais. Mon visage, il était rouge. Oui. C'était le feu, mon visage. Et en fait, moi, quand ça va pas, mon visage, il te le montre. Et puis, je m'attendais à de la bienveillance et tout ça. Puis en fait, j'ai eu comme réponse, s'il te plaît, tiens encore une année parce qu'on a besoin de toi. Il faut absolument que tu sois là pendant encore une année. oui, Non, alors laisse tomber, j'ai pas tenu. Et en fait, là, je discutais dernièrement encore avec ma psychologue que j'aime beaucoup voir, soit quand ça va pas, soit en mode un peu développement personnel parce que je suis passionnée par ça. Et elle me dit, mais est-ce que vous avez eu une vraie pause? Parce que là, je lui ai expliqué que là actuellement là tu sais j'ai plusieurs métiers, je suis formatrice d'adultes et je suis aussi nutritionniste et je suis en train de faire les cours de pathologie pour être agréée à SCA en janvier 2027 et j'expliquais à ma psy que j'ai toujours un peu de la peine à respirer, je dois prendre des grandes inspirations, je suis angoissée pour aller travailler alors que j'adore mon travail, c'est génial ce que je fais, je trouve trop cool. Les cours de pathologie, tout ce qui est domaine médical, je suis méga fan. Mais il y a aussi ce syndrome de l'imposteur où je me sens pas à la hauteur, j'ai peur de pas réussir, j'ai l'impression qu'il y a trop, alors que je bosse même pas à 100%. À part si tu mets tout ensemble, oui, ça pourrait faire un 100%, mais bref, bosser, je suis pas à 100%. Et elle me disait, mais en même temps, vous êtes jamais arrêté, vous avez toujours continué. Et il y a ce truc-là où tu dis, mais est-ce que vraiment je suis obligée de m'arrêter pour pouvoir vraiment officiellement guérir, ou est-ce que je peux pas quand même trouver moyen de continuer un petit peu tout ce que je fais et voilà quoi. Puis là, je suis encore un peu là-dedans dans ce truc de à chaque fois que je dois aller bosser puis que je me tape 9h 21h, je suis alors que j'ai des pauses le matin je suis angoissée, la veille tu peux demander à Fabio je suis pas forcément de très bonne humeur, je suis un peu déprimée et tout ça. Et puis quand j'ai mes cours de pathologie, là j'ai trop de la peine à respirer parce que j'angoisse trop. Puis j'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur. Puis tu sais, quand tu regardes la classe, t'as l'impression que tout le monde gère. Puis toi tu te dis putain, mais comment ils font pour autant gérer? Et moi je sais même pas si je vais réussir ou pas. Et puis je pense que je vais réussir. Mais purée, je me dis waouh, quel challenge en fait. Et est-ce que tu sais, des fois, tu te dis, mais est-ce que j'étais trop ambitieuse de vouloir faire tout ça? Est-ce que j'aurais pas dû rester comme au tout début, mon tout premier métier dans une pharmacie et faire ça toute ma vie? Mais au final, c'est pas un métier que je voulais faire. Après, t'as encore les gens qui disent, non, mais nous, à notre époque, désolée de nouveau, on changeait pas de métier 50 fois. Puis bon, c'est vrai, ils changeaient pas de métier 50 fois. Mais en même temps, c'est vrai que quand on est un peu perdu, qu'on est aussi un peu déprimé, il y avait aussi le fait de... Quand tu sais pas la voie que tu veux faire, tu sais pas ce qui te plaît. Moi, je vois ma sœur, depuis qu'elle a je sais pas quel âge, allez, on va dire quoi, 5 ans, elle sait qu'elle veut être prof. Depuis 5 ans, c'est je veux être prof. C'est une vocation. Mais oui, voilà, c'est noté, t'es prof, voilà, nickel. Et elle est très, très heureuse là-dedans. Il y a beaucoup de bureaucratie qui, voilà, c'est pas terrible, mais elle est très heureuse là-dedans. Moi, c'était qu'est-ce qui me fera le moins chier, qu'est-ce qui sera le moins compliqué parce qu'il n'y a rien qui me plaît vraiment. Du coup, la pharmacie, par rapport à mon vécu, ça m'intéressait beaucoup pour mieux comprendre certaines choses familiales. Éducation de l'enfance, j'avais aucun lien avec les enfants. J'avais juste fait un test, on m'a dit oui, à 99%, vous êtes faite pour ça. J'étais OK. J'ai beaucoup aimé pendant 4 ans, puis après, c'est là que j'ai chuté. Et puis après, formation d'adulte, alors que je ne suis pas du tout extravertie.
Oui. Je suis méga stressée, méga timide et tout ça. Encore plus si tu as plein de gens qui te regardent. Et même ma psy, elle me dit, mais pourquoi vous faites ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? Tu te challenges. Mais oui. Et de nouveau, est-ce que c'est l'idée de l'éducation du père, de oui, faut être fort, faut se challenger, il faut surmonter tes peurs et tout ça. Ouais. Mais oui, j'adore ça, mais purée, je stresse Ça tout le prend temps. de l'énergie. C'est ça. Et puis après, la nutrition, alors que de base, je suis quelqu'un d'un petit peu chichonne, quoi. Alors après, t'apprends des trucs, tu te fais toi cobaye, et puis après, t'es fier parce que du coup, tu peux faire aux autres aussi. Mais tout ça pour dire que des fois, je me pose la question, est-ce que j'ai pas été un peu trop ambitieuse de vouloir tout faire en même temps? Est-ce que j'aurais dû vraiment faire une pause ou est-ce que je peux continuer comme ça, quoi? Après, je pense que du coup, là, si tu finis bientôt, c'est aussi... Bientôt. Oui, bientôt. Oui. Mais de se dire aussi, pourquoi pas faire la pause à ce moment-là, même si on espère que ça va aller niveau psychique et physique aussi. Ouais. Mais je pense que c'est important. Je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis. Alors, peut-être pas forcément sur 50 milliards de métiers, mais... mais dans le sens où, presque comme si là, tu dois... j'ai fait la formation de sophrologue. Après, pendant un an, j'ai rien fait. Et là, après, je me suis lancée dans un CAS aussi au niveau de la HES. Et c'est comme si on avait besoin de remplir, en fait, quelque chose. Ouais. Du coup, de toujours être un peu en mouvement. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant par rapport au fait de faire une pause. Ouais. Et c'est toujours un petit peu cette vision-là de faut toujours faire quelque chose. Enfin, en gros, t'as pas le droit de t'arrêter dans notre société. C'est ça. T'as pas le droit de t'arrêter. Si tu t'arrêtes, t'es un glandu. T'sais. Voilà. Voilà. Et alors que, en fait, et j'ai vu tellement de vidéos et ça me fait rire, tu sais, de manière générale, quand tu fais quelque chose, tu le fais toujours vite. Tu sais, faut être efficace. Faut être proactif. On y va, tu sais. Il n'y a pas le temps de niaiser. On y va. Et puis, en fait, tu vois ces vidéos, les gens, ils sont là, mais en fait, il n'y a pas le feu. C'est bon. Vas-y, fais tranquille tes trucs. Tu nettoies ta table, nettoie-la tranquille. Tu sais. Et là, je t'appuierai, mais en fait, c'est vrai. On est déjà tellement à courir partout, pour tout. C'est ça. Qu'au final, on peut se dire aussi, non, pourquoi je le fais comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant? Alors peut-être parce qu'on est habitué, et puis que le changement, ça peut faire peur aussi, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à mettre en place un petit peu pour les générations qui arrivent. C'est aussi, des fois, de s'autoriser. Mais c'est ça. Encore une fois, de pouvoir se dire, là, ça me fait beaucoup. J'ai peut-être la possibilité de faire une pause, je la prends. Et tu sais, j'ai trop l'impression qu'on est cette génération entre deux. Oui. Tu sais, t'as la génération de nos parents. De on y va, lâche pas, tiens le coup, tu sais. Et puis après, t'as le nous. On a encore un peu ce truc-là, mais on essaye de, entre guillemets, guérir, si je peux dire ça, de ça, pour se dire, oui, mais d'accord, j'y vais, je suis ambitieuse et on y va, mais en même temps, je m'écoute. En même temps, si je suis malade, je reste à la maison, c'est bon. De toute façon, si je meurs demain, on me remplace sans problème. Zéro problème qu'on va me remplacer. Et plus à s'écouter soi-même, en fait. Et puis la génération d'après, j'ai l'impression que ça, ils ont bien capté. Oui. Et eux, ils n'ont pas de problème à dire mon gars, je suis malade. Donc tu te démerdes et tu me remplaces. Une solution. Voilà, tu trouves une solution. Oui. Et j'ai l'impression que nous, on est vraiment entre les deux. Genre, on culpabilise, tu sais, genre c'est bon, on le fait, mais on va culpabiliser, tu vois. Oui, totalement. Donc, mais il y a du bon partout et il y a du moins bon partout. Voilà, c'est ça. Ouais. Chaque génération dira mais c'était mieux avant. Oui, on dit toujours ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que c'est important justement de pouvoir, si on a la possibilité de le faire, un peu comme tu disais, si on peut guérir nos traumas, c'est tout des choses qu'on va pas transmettre finalement aux générations d'après qui arrivent. Et que si on peut leur permettre du coup de déjà commencer avec un bon bagage dans cette vie qui va déjà à 100%. Et puis voilà, je pense que c'est des choses qui sont que bénéfiques pour la suite. Mais c'est ça. Ah oui, et une chose que je trouve dommage que ça n'existe pas plus en Suisse, c'est, à part dans les grandes villes, c'est de faire la somatic experience. Je connais pas. Tu te rappelles, j'avais mes méga maux de dos, là. Je crevais de mal au dos, enfin voilà. Et en fait, on trouvait rien.
IRM, oui, ok, il y avait une petite hernie, d'accord. Mais sinon, il n'y avait rien. Tout allait bien. Bref, j'ai commencé le sport, j'avais quand même mal. J'ai mangé mieux, j'avais quand même mal. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs, j'avais quand même mal. Et je suis allée faire cette séance de somatic experience. Puis je me disais, mais ça m'a l'air cucul la praline, qu'est-ce que je fous là? Je dois faire ça, je dois regarder ça. Enfin, je me disais, mais j'étais trop sceptique. Je suis ressortie de là-bas. Pendant plusieurs semaines, j'avais plus du tout de douleur. J'étais là, putain, mais dites-moi pas que c'était psychosomatique, s'il vous plaît. Dites-moi pas que c'était le stress et tout ça qui m'a rendue comme ça. Et en fait, c'est fou. Ce que je veux dire par là, c'est déjà dommage qu'il n'y en ait pas plus. Parce que malgré mon scepticisme, ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Même si ça revient avec le stress et tout ça. Et c'est incroyable l'effet négatif du stress sur le corps. C'est une folie, quoi. Ah oui, puis ça peut justement venir... Là, c'est quelque chose que je me rappelle de mes cours de sophrologie. Parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses que je me souviens. C'est aussi que dès qu'on va être pas bien, t'as un petit peu ton organe du coup qui va prendre en premier. Moi, je sais par exemple quand je suis stressée, je commence à avoir mal au ventre. Et du coup, c'est vrai que ça vient directement là, quoi. Donc, quelle merde. Voilà. Mais effectivement, des fois, on se dit, on fait pas le lien tout de suite. C'est le stress qui fait ça. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est que, en tout cas, dans les gens que je côtoie, ils vont être très ouverts, enfin pas ouverts, mais on sait presque un peu le contraire. Mais on va beaucoup donner de la place un petit peu à la médecine qu'on connaît. On a un mal de dos, on va aller chez le médecin il va rien trouver, donc on va pas plus loin. Tandis que des fois, tu vois par exemple la médecine chinoise où ils ont vraiment cette notion d'équilibre du coup entre le physique et le mental. Et ça, je trouve super intéressant. Et c'est presque dommage qu'on ne soit pas plus, de nouveau, un petit peu, sensibilisé à ça. C'est que, comme tu disais, on peut être sceptique pour certaines choses et finalement, on voit que ça fonctionne et que ça nous fait du bien. Et je crois qu'au final, c'est ça qu'il faut qu'on... Chacun trouve un petit peu sa manière de pouvoir se soigner. Alors, de nouveau, il y a peut-être des gens qui vont aller que chez le médecin quand ils ont des douleurs et c'est très bien. Et puis après, il y a des gens qui vont essayer d'aller chercher plus loin. Et je pense que du coup, c'est ça qui permet aussi de pouvoir travailler sur des choses un peu plus profondes. Après, je trouve important de dire aussi que ce soit pour peu importe quel problème, en fait, finalement. Si, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est si tu sens dans tes tripes que ça ne te suffit pas la réponse, continue. Parce que combien de cas j'ai entendu où... on te dit, mais vous avez rien, c'est le stress. Alors, je trouve que ça, c'est un petit peu facile. C'est genre, ouais, mais c'est le stress. Tu sais, ou pour les personnes qui sont un peu tichons, ouais, mais parce que vous êtes un peu gros, faut maigrir, tu sais. Oui, alors t'es gentil, j'ai maigri, j'ai le même problème. On fait quoi maintenant? et ouais, du coup, je trouve que l'argument du stress, c'est un peu facile. Et je trouve que pour aller plus dans la génération d'après de il faut s'écouter et tout ça, je trouve que d'écouter ses tripes, et si tu te dis, oui, là, c'est bizarre, ça me paraît bizarre, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté d'un truc, il faut s'écouter. Et puis, si on ne trouve rien, tant mieux, et vaut mieux ça qu'autre chose, mais combien de cas j'ai entendu de « j'ai insisté » et finalement on a découvert, je ne sais pas combien d'années après, qu'en fait c'était un cancer ou je ne sais pas quoi. Et donc ça, franchement, écouter ses tripes pour ça, parce que si tu sens que tu as un truc aux tripes qui te reste, c'est que c'est pas réglé. Oui, et puis ça revient un petit peu à la même chose qu'on disait avant, avec des fois certains signes. C'est de se dire, alors oui, c'est un peu embêtant, mais c'est là pour une raison. C'est ça. C'est qu'il faut travailler avec ça. Et alors, on peut avoir justement toujours ces deux choix. C'est de se dire, soit on affronte, même si ça va pas être la partie de plaisir. Si on a les capacités. Voilà. Ou soit alors justement on laisse un petit peu comme ça et puis après peut-être que ça vient en x2. Donc c'est ça. Mais c'est vrai qu'en général, quand on a quelque chose qui nous remonte à l'inconscient, souvent c'est que on est prêt. Même si on pense que non, souvent c'est qu'on est prêt.
Mais c'est méga intéressant, je trouve, comme thématique. Comme tu disais, on peut en parler, on peut faire un livre audio de 50 heures. Je pense qu'on va gentiment s'arrêter. Au pire, on en fera une partie 2. Ouais, voilà, au pire. Et puis, on pourra parler d'autres thématiques aussi. Ouais. Donc, voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Kathleen. Merci, Kelly. Et puis, à tout bientôt. À toutes.